Union africaine, Azali Assoumani prend les commandes. Pour quelle crédibilité, nous nous interrogeons. Union africaine, Azali Assoumani prend les commandes. Pour quelle crédibilité, nous nous interrogeons. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Bienvenue à toutes et à tous également à cette autre édition de Parole panafricaniste. Le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, a pris la présidence de l'Union africaine. C'était le 18 février dernier à Addis Abeba, à l'ouverture du 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'instance continentale. Dans son allocution, le président Assoumani a fait part des priorités de son mandat. Le nouveau président de l'Union africaine entend notamment accélérer l'intégration économique et commerciale du continent. Nous plaçons collectivement beaucoup d'espoir dans la zone de libre-échange continentale africaine. Il appartient à chacun de nos États, signataires, de créer à son tour les conditions normatives nécessaires pour que cet outil exceptionnel serve réellement de levier au commerce intra-africain et à son développement. Cet agenda économique ira de pair avec les priorités thématiques paix et sécurité, économie bleue, résilience climatique et sécurité alimentaire. À se poser donc des questions de savoir pour quelles raisons et pour quel objectif. Le président de l'Union des Comores n'a pas manqué de mettre en avant la contribution des îles africaines en faveur de la résilience et de l'émergence de l'économie bleue. Et pour cause, les seules îles de l'India-Océan contrôlent plus de 5,5 millions de kilomètres carrés de zone économique exclusive. Elles sont des États océans qui sont en mesure de porter haut l'agenda continental pour l'économie bleue, la sécurité maritime et la souveraineté alimentaire. Dans l'enceinte de l'Union africaine, Azali Assoumani a ainsi déclaré, je cite, « Je saisis cette occasion qui m'est donnée pour rendre hommage au parcours exceptionnel des États insulaires en développement dont mon pays fait partie. Grâce au plaidoyer de ces États insulaires et des organisations régionales du continent, l'Afrique s'est souvenue qu'elle avait 26 000 km de littoral. Elle a réalisé l'importance de sa contribution à notre sécurité et à notre souveraineté alimentaire. Elle a pris conscience que l'économie bleue de l'Afrique devrait générer 405 milliards de dollars en 2030 et représenter ainsi une part considérable du produit intérieur brut continental. » C'est ce qu'il déclare. Pour le secrétaire général de la COI, le professeur Velayudom Marimoutou, la présidence comorienne de l'Union européenne, de l'Union africaine, est une opportunité inédite de mieux faire valoir les besoins spécifiques des îles à l'échelle continentale. Lui également déclare, et je cite, « Nous transmettons nos félicitations fraternelles à son Excellence au président Azali Assoumani. L'honneur qu'il a de prendre la présidence tournante de l'Union africaine est non seulement un honneur pour le peuple comorien, mais aussi pour tous nos peuples insulaires de l'India-Océan, l'Indiano-Océan et de toute l'Afrique. C'est une occasion inédite, depuis la mise en place de la présidence tournante de l'Union africaine, de faire remonter l'agenda insulaire et côtier, de faire entendre la voix des îles sur la scène panafricaine, de porter une attention aux besoins des communautés insulaires et côtières et aussi de valoriser ce qui se fait à l'échelle sous-régionale. Nos îles sont des sentinelles de l'Afrique. Les défis que nous devons relever sont parfois annonciateurs de ce qui vaudra pour tout le continent. Mais plusieurs questions cependant. Que vaut Azali Assoumani sur le plan africain et sur le plan panafricain, selon eux, pas sur le plan panafricaniste? Que vaut justement Azali Assoumani quand on sait finalement que quelques heures seulement après avoir pris ce pouvoir, Charles Michel lui a rendu visite? Pourquoi est-ce que Charles Michel prend l'initiative de rendre visite à Azali Assoumani et en déclarant d'ailleurs lors de cet entretien à TV5 Monde qu'il y a justement une entente entre le président Assoumani et l'Union européenne pour que l'Union européenne travaille justement avec l'Union africaine? Voilà pourquoi nous nous interrogeons ce matin. Azali Assoumani prend les commandes pour quelle crédibilité? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Patient Parfendom qui est notre invité ce matin. Patient Parfendom, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Joselengos, bonjour à nos techniciens, à tous nos internautes, des millions d'internautes de Panafricanist TV. Bonjour à nos braves frères, n'est-ce pas, qui sont des îles, comme on peut les appeler, cette grande population africaine insulaire. Je pense à Madagascar, je pense à la Guinée équatoriale, je pense au Cap-Vert, je pense à Sao Tomé et Principe, à l'île Maurice. À l'île Maurice.
Même les Seychelles, même si elles n'ont pas fait, elles sont pas de l'Union, mais je pense que le temps viendra où même nos frères de Seychelles feront partie de l'Union africaine. C'est ça notre combat. J'oublie certainement quelques-uns, et donc vraiment l'île de Comores. Je rappelle quand même, et c'est ça qui est curieux, je pense qu'il y a 2 ou 3 dimensions dans cette présidence comorienne. La première dimension, c'est celle qui a été évoquée par Azali Assoumani. Azali Assoumani, c'est-à-dire qu'il faut qu'on tienne compte d'une politique géopolitique insulaire de l'Afrique qui doit se mettre en place, parce que nous avons besoin de ces îles-là dans la stratégie de notre sécurité à le niveau économique, social, politique et même militaire. Il ne faut pas qu'on l'oublie. C'est sur votre plateau qu'on a fait un débat sur l'île des Chagos, vous vous souvenez? Vous voyez l'importance, n'est-ce pas, de ces îles qui, à première vue, quand on déplace une carte, sont presque invisibles, mais qui, dans la réalité, valent leur pesant d'or sur le plan de ce qu'on peut en faire comme vigie de la sécurité de certains contre nous. Il y a la question de Mayotte, que le président Assoumani n'a pas évoqué, l'île de Mayotte qui a été captée par la France et dont la France refuse de remettre aux Comores, faisant partie intégrante, n'est-ce pas, de la République des Comores. Le président Assoumani, d'ailleurs, a été à la tribune de l'ONU où il a évoqué ce problème. Et je peux vous rappeler que l'un des rares pays qui a reconnu l'autorité des Comores sur Mayotte, c'est la Russie, curieusement. Ce n'est pas l'Union européenne. Oui. Alors, donc, deuxième volet de cette réflexion, c'est quels sont ces atermoiements du président Assoumani? Est-ce qu'il n'a pas une véritable lecture de la géopolitique mondiale aujourd'hui? Cette précipitation de l'Union européenne à venir par le biais de ce brigand de Charles Michel, de venir rencontrer le président de l'Union africaine. Je le rappelle quand même, il faut être un peu modeste. Le président de l'Union africaine n'a aucun pouvoir. C'est la réunion des chefs d'État qui trace, n'est-ce pas, l'orientation à prendre. Il est président. On pourrait dire, c'est un président d'honneur, si on peut le dire ainsi. Parce que la question de l'unité africaine, pour l'instant, il est encore au niveau de ses balbutiements. Il n'a pas encore pris corps comme quelque chose de concret. Oui. Nous sommes encore dans les balbutiements. On ne voit pas encore ni une union sur le plan politique, ni sur le plan économique, ni sur le plan culturel, ni sur le plan des infrastructures, ni sur le plan stratégique et militaire. On ne voit pas. C'est tellement éparpillé, chaque pays, chaque région allant de sa propre musique. Mais mieux, cette élection, et c'est là où je continue de dire de bas blesse, avant qu'elle n'ait lieu, avant que cette rencontre n'ait lieu, on a reçu la visite de 2 mercenaires de l'Union européenne, à savoir Mme Catherine Colonna, ministre française des Affaires étrangères, et son homologue allemande. Et ils sont venus dire quoi aux Africains, à l'Union africaine, reçue par Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine. Dire quoi? Tourner le dos à la Russie. La Russie est un État terroriste. Nous sommes prêts à vous accompagner, à vous aider financièrement sur le plan des dons agricoles. On nous a montré quelques sacs d'engrais et de riz, et financièrement. C'est avec nous. C'est-à-dire, les négriers viennent dire à leurs esclaves, c'est avec nous que vous avez votre avenir. Et non avec, n'est-ce pas, de nouveaux partenaires qui viennent pour nous aider à nous débarrasser des chaînes de l'esclavage. Est-ce que vous comprenez quelque chose de cela? C'est surréaliste, vraiment. Et mieux. Il y avait un conflit pour ce poste-là. Bon, je dis, les premières raisons qui sont évoquées, vu la géopolitique insulaire de l'Afrique, elles peuvent être acceptées. Mais il y avait un challenger à Assoumani pour ce poste. C'est qui? C'est M. William Ruto de Kenya. Et depuis que M. William Ruto a pris le pouvoir de Kenya, son premier problème, sa première grande obsession, c'est de créer une fédération des États-Unis d'Afrique de l'Est. Oui. Et il a confié cette mission à son aîné, le président de l'Ouganda, Yoweri Museveni. Et il a mis sa proposition de présidence de l'Union africaine sous le drapeau de l'Afrique de l'Est. Attention, il dit, je ne serai pas le président kenyan, président de l'Union africaine, mais je serai le président de tous les pays de l'Afrique de l'Est comme président de l'Union africaine. Ça rentre dans de plein pied
vis-à-vis de ce qui nous tient au plus au cœur, l'union politique de notre continent. Donc vous avez en Afrique de l'Ouest, n'est-ce pas, un trio qui pousse, qui est devant les remparts, qui tient les piquets de la grève, de la résistance, à savoir la Guinée-Conakry, le Mali et le Burkina Faso. Vous avez l'autre côté de l'Afrique de l'Est qui a entendu l'écho de cette clameur, de cette réclamation. Et vous avez William Ruto qui est passé par la CPI et qui comprend très bien, n'est-ce pas, les mécanismes de ces méthodes d'assujettissement de notre continent et qui dit, mes frères, le moment est venu pour nous de faire l'union politique des pays d'Afrique de l'Est. Et dans ce conglomérat, vous mettez quoi? Vous mettez la Tanzanie, vous mettez le Rwanda, vous mettez le Kenya, vous mettez le Burundi, vous mettez l'Ouganda et un gros morceau, malheureusement, qui a échappé à la politique d'Afrique centrale, à la stratégie politique d'Afrique centrale, c'est la RDC qui préfère aller dans cette union-là que de rejoindre l'Afrique centrale dont naturellement elle fait partie. Donc voilà le problème. Et ça, nous devons juger ce qui s'est passé au niveau de cette élection à l'aune des combats titaniques qui arrivent, titanesques qui vont arriver au niveau de l'Afrique. C'est-à-dire entre ceux qui sont déjà acquis à l'idée de la fédération et de l'unité de notre continent et ceux qui vont tenter encore de traîner les pieds dans cette direction. Et justement, on a pris le président comorien, on se disait, c'est peu, c'est pas énorme, ça n'a pas assez de poids sur le plan politique et géopolitique, donc il sera forcément manipulable. D'où la première rencontre de M. Charles Michel en sa direction. Et le troisième élément, maintenant, qu'on peut mettre dans cet escarcelle, c'est renforcer les sanctions contre le Mali, contre la Guinée-Conakry et contre le Burkina Faso. Parce que pour l'Occident et pour la France, c'est ça le vrai problème. Plus le Centrafrique, évidemment. C'est ça le vrai problème. Il ne faut pas que ces mauvais exemples, entre guillemets, pour eux, prospèrent sur notre continent. Donc, on va créer les conditions les plus difficiles pour ces pays. Et vous avez d'ailleurs écouté le président Ibrahim Traoré, quand on lui parle des sanctions qui le frappent, l'interdisant de sortir de son pays, il a dit, est-ce que je ne suis pas venu ici à la tête de mon pays pour être un touriste? Mon rôle, c'est d'être ici pour régler le problème du terrorisme que vous nous avez fourgué. C'est ça mon rôle, c'est ça que mon peuple attend de moi. Mon rôle, ce n'est pas d'être le Jupiter, ou bien le Magellan, qui va faire le tour du monde, d'avion en avion, en étant accueilli, on déroule le tapis rouge, mais entre-temps, on continue de piller votre pays et on vous impose une souveraineté étriquée. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, voilà les enjeux, M. Steve Gisselengos, de ce sommet. En réalité, on tente, par des mécanismes bien huilés, d'endiguer, d'éventrer la volonté des Africains d'aller vers l'union politique de notre continent. Et ça me rappelle, heureusement qu'il est revenu au pouvoir, le président Lula, lors d'un sommet qui s'était tenu, je crois, à Malabo, en Guinée équatoriale, carrément en pleurs, le président Lula, en disant, mais c'est pas possible. Comment l'Afrique, avec tout ce qui regorge de richesses, à la fois naturelles et humaines, peut continuer de traîner au dernier rang, n'est-ce pas, des espaces dans le monde où la civilisation n'existe pas, où le développement et les modernité ont été relayés au calendrier grec. Donc c'est ça l'enjeu central de cette affaire. Dans cette affaire, on a voulu, alors que les arguments développés par le président Assoumani sont valables, ils tendent d'ailleurs à réconforter ces peuples insulaires, à comprendre qu'ils font partie de notre continent qui d'un seul tenant est à plus de 30 millions de kilomètres carrés. Je crois que c'est ça l'enjeu. Mais l'autre enjeu qu'il ne faut pas évacuer, c'est que les autres profitent par là pour essayer de mettre le verre dans le fruit, diviser davantage les Africains et ne pas permettre que la nouvelle espérance de solidarité, la nouvelle espérance de liberté, de fraternité, mais d'union, qui commence à poindre à l'horizon en Afrique, ne puisse
vraiment prendre corps sur notre continent. Et j'ai été très, très, très choqué de voir que et la CEDEAO et l'Union africaine ont reconduit les sanctions contre le Mali, contre le Burkina Faso et contre la Guinée-Conakry. J'espère que le président Assoumani, maintenant qu'il est aux affaires et qu'il sera au fait, n'est-ce pas, de ces dossiers, je vous rappelle que c'est lui-même, c'est un putschiste, ne l'oubliez pas. Oui. Assoumani lui-même est un putschiste, donc vous voyez toujours la politique de 2 poids 2 mesures, qui prendra connaissance des exigences et de cette lame de fond, de cette dynamique qui travaille et structure les peuples africains aujourd'hui et que plus que jamais, et ça j'ai oublié, ça vaut, ce sont pesant d'or, une seconde, excusez-moi, c'est la question, vous savez, les pays qui sont sous domination de francs CFA, il y a 14 pays africains plus les Comores de M. Assoumani. Non, j'ose espérer que nous sommes dans le temps long stratégique, que nous sommes de nouveau dans une stratégie d'attrition, c'est un vocable qu'on tient des militaires, qui veut dire de l'usure. Mais il ne faut pas qu'on perde de vue le cap. Le cap, c'est ce que Ruto demande et essaie de déployer. Le cap, c'est ce que Assimi Goïta, Mamadou Doumbouya et Ibrahim Traoré essayent d'articuler et de mettre en place. Le cap, c'est ce que le président Faustin Archange Touadéra, le mathématicien de Bangui, essaye de mettre en valeur à travers des contournements de cette monnaie nazie qu'on appelle le franc CFA avec la crypto-monnaie centrafricaine. Donc, les solutions sont là. C'est une question de volonté politique et j'espère que le président Assoumani aura assez de réflexes, assez de niaque, de Himmler pour se réapproprier de cette réalité historique et pousser l'Afrique en avant. Pendant ce temps, patient parfait d'homme, les tractations vont bon train. Je prends le cas, par exemple, du Centrafrique. Actuellement, selon certaines indiscrétions, les États-Unis sont venus justement à la charge pour demander au président Faustin Archange Touadéra d'abandonner entièrement et totalement sa relation avec la Russie et que les États-Unis l'aideront justement à grandir. C'est également le cas du côté du Mali, parce que si on continue à mettre de la pression, aujourd'hui, le plus grand ennemi du continent africain, en tout cas, le plus grand ennemi de l'Occident, c'est la Russie, qu'on ne veut pas voir sur le continent africain. Et d'ailleurs, d'après certaines indiscrétions et certaines informations que nous avons eues lors de cette dernière réunion du côté de l'Union africaine, il était question précisément de la Russie. Mais c'est-à-dire le statu quo. On vous maintient en esclavage. C'est dans votre enclos d'esclaves que vous êtes bien. Ne vous aventurez pas hors de l'enclos, vers les prairies verdoyantes que vous voyez là-bas en face de vous. C'est les démons là-bas. C'est dans cet enclos. C'est ça l'explication du sommet États-Unis-Afrique, la tournée de Blinken. Et maintenant, l'Occident met la pression. Pourquoi? Je vous ai expliqué que l'issue de la guerre, maintenant on parle de guerre, Poutine parle enfin de guerre, on est plus dans l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine, va déterminer le nouveau paradigme ou non que le monde va se doter pour les 50 années à venir. Et si c'est un paradigme qui va vers un monde multipolaire, c'est la fin de l'hégémonie occidentale. C'est la fin de l'hégémonie du pétrodollar dans tous les échanges qui concernent les hydrocarbures dans le monde. C'est la fin de l'hégémonie française dans ce qu'il appelle le précaré français. C'est la fin de toutes ces petites cellules de répression sur le plan international, dans le monde de la finance internationale. Ces robinets-là, le franc, le FMI, la Banque mondiale, le Club de Paris, le Club de Rome, le Club de Londres, etc., etc. C'est la fin totalement. C'est la chute de la City de Londres. Totalement. C'est la dévalorisation de tout ce qu'ils avaient comme valeur. Parce qu'à travers la pression terrible que les États-Unis, l'Occident impérialiste, essayent de mettre sur les pays africains, il y a l'accélération de l'agenda caché qui, aujourd'hui, doit obliger les pays africains à accepter un certain nombre d'éléments qui vont participer à la destruction totale de notre monde. Et c'est contre ça que la Russie de Poutine est en train de se battre aujourd'hui. C'est contre ça que les Chinois ont compris très longtemps et sont lancés dans des investissements dans des pays dont l'Occident elle-même considérait que c'était des pays qui étaient au banc des accusés par rapport aux questions de droits de l'homme. Allez voir ce qu'il y a dans le droit de l'homme. Et puis, ce qui est gênant, c'est là où je parle de la cécité des intellectuels, n'est-ce pas, du deep state, mais aussi
des hommes de culture en Occident, ils ont l'impression que nous sommes des amnésiques, que nous ne savons pas d'où nous venons, que nous n'avons aucun rapport à notre histoire. C'est quand même vous, M. Blinken, des Américains, Charles Michel et consorts, qui avaient maintenu notre peuple, notre contenance pendant 5 siècles dans un esclavage d'une violence hors norme. C'est le plus grand crime contre l'humanité, M. Steve Jocelyn-Goss, commis contre un peuple sur cette terre, l'esclavage. Vous, 5 siècles. 5 siècles, ça fait 500 ans. Quand on nous a vendu comme on vend des moutons dans les marchés de nos villages. 5 siècles. C'est quand même pendant 1 siècle que vous avez imposé ce régime d'une violence, d'une déshumanisation hors norme qu'on appelle la colonisation. Où les oreilles étaient coupées, les bras étaient coupés. Il fallait ramener des kilos de bras parce que quelqu'un n'avait pas taillé, n'est-ce pas, une proportion exigée de caoutchouc. Hein, le pôle 2. Le propriétaire, l'homme qui dans le Congo était une propriété privée. Un criminel, ce monsieur. Mais qui est célébré ailleurs? Monsieur Charles Michel, le sais-tu? Cette colonisation-là, qui a désarticulé complètement le fondement de nos sociétés, de notre culture, de notre mystique même, au point où nous avons des Africains qui sont pratiquement des hybrides aujourd'hui. 1 siècle de colonisation. Et depuis pratiquement 1 siècle, nous ne sommes pas encore 1 siècle, mais on tend vers là, on est 70 ans et plus, de néocolonialisme, où on a installé la tête de nos États, des pantins, des hommes liges, des bénis oui-oui, des chiens couchants, des intérêts et de l'impérialisme étranger. Le cas du Cameroun, vous le savez pertinemment. On n'a pas emprisonné, non. On a assassiné, on a coupé toutes les têtes. Qui avait réfléchi, qui avait pensé le Cameroun moderne, qui avait une ambition pour notre pays. Ruben Moumiobe, Osenda Afana, Félix Rouan-Moumie, j'en passe, Ernest Wandji, j'en passe, et ils sont nombreux. Même récemment, même tout dernièrement, Madame Moumier, Martha Cameyon, cette belle perle de la zone de l'Olodov, assassinée chez elle, tout simplement parce que dans un documentaire, elle a eu le courage de dire que l'assassinat de son mari avait été décidé par le général de Gaulle. Le général de Gaulle, le grand général de Gaulle. Le grand général de Gaulle, l'homme de la résistance française, de l'Afrique nouvelle, enfin de Brazzaville, mais dont on ne dit pas à nos enfants que ce brigand, ce bandit de Gaulle, lui, avec 2 de ses compères, Jacques Soustel et René Plevel, c'est eux qui, 1 décembre 1945, vont s'asseoir dans une chambre et vont pondre la création d'une monnaie nazie qu'on appelle le franc CFA. En souvenir de la même articulation, démarche, organisation monétaire que les nazis leur avaient imposée. Après 4 semaines de combat, leur armée fut balayée. C'est ça, les victoires de la modernité. La fameuse conférence de Brazzaville, où un blanc a quand même eu un sursaut. Il dit, mais nous sommes dans une conférence, on va parler de l'avenir des Africains, mais sans les Africains. Quelqu'un nous dit, mais tais-toi, il y a un noir là. On dit, c'est qui? On dit, c'est Félix Eboué. Ça veut dire que Félix Eboué était un Antillais qui était gouverneur du Tchad. Vous voyez ça, mais au compte de la France, évidemment. Est-ce que vous voyez ça, Steve Jocelyn-Goss? Donc ces gens-là n'ont pas de leçons à nous donner. L'Union africaine doit se refonder, sinon elle va disparaître. La formule et la forme actuelle de l'Union africaine, avec ces fonctionnaires de l'Union africaine qui pondent de faux rapports et de fausses conclusions sur un certain nombre de difficultés que nous avons sur notre continent, pays seront évidemment 70% du financement de l'Union européenne et africaine provient de l'Union européenne. Vous vous attendez donc à quoi d'une institution comme celle-là? Et c'est pour cela que vous avez vu dernièrement le Burkina Faso disant non, nous allons saisir les productions en or, les productions d'or d'une société privée pour les faire d'efforts de guerre. Nous n'avons pas de choix. Et vous avez produit de l'or, d'accord. On va vous signer un petit papier comme dette, mais non, on prend l'or pour mettre ça à la disposition de l'effort de guerre pour continuer le combat contre le terrorisme. Les armées maliennes,
les armées burkinabées, les militaires avaient encore les MAS 36, les fusils de la Première Guerre mondiale. On nous dit de ne pas coopérer avec la Russie. Mais le laps de temps que la Russie coopère avec ces pays africains, regardez l'arsenal africain de ces pays, comment il a pris de la valeur. Certains pays comme le Mali sont même entrés dans le cercle fermé des pays africains qui ont des avions de combat supersoniques. Impensable. Regardez la différence entre des MAS 36, un truc en bois, et c'est que les gars ont là le niveau de char, d'hélicoptères, d'avions de combat, de niveau de renseignement. Le Mali est même en discussion pour qu'on l'aide à fabriquer son propre satellite de renseignement qui sera là-bas dans les airs. Dites-nous, dans l'Afrique francophone, quel est le pays d'Afrique francophone depuis plus de 100 ans, des centaines d'années que nous sommes dans cette coopération hybride avec la France, quel est le pays francophone qui a un satellite? Le Sénégal? La Côte d'Ivoire de M. Ouattara? Le Cameroun? Le Gabon de Père Bongo qui pouvait démettre un ministre français parce que sa tête ne lui plaît pas, l'histoire de Jean-Pierre Cotte. Lequel? Mais vous avez des pays qui sont arrivés indépendants après nous, en 79 je crois, comme c'est le cas de l'Angola, qui a déjà des satellites. Mais est-ce que ça ne doit pas nous parler? Donc nous disons au peuple africain, nous disons à ces fonctionnaires de l'Union africaine qui rédigent des faux rapports sur les sanctions qu'on doit maintenir sur le Mali, sur le Burkina Faso, sur la Guinée-Conakry, et là ils ont acheté, je crois, le Soudan. Mais taisez-vous un peu. Arrêtez avec cette couardise. Mais ce n'est pas possible. Le monde nous regarde, et les autres pays du monde disent, mais qu'est-ce qu'on a mis dans la tête de ces gars? Jusqu'à quel niveau ont-ils été violés pour continuer d'être à plat ventre vis-à-vis des intérêts des étrangers, sans être capables de faire des programmations sur eux-mêmes? Mais on dit que ça va être difficile. Mais quelle œuvre utile n'a jamais été difficile, M. Sylvius Lingos? Absolument. On dit à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est vous qui nous appelez ça, vous-même, les Occidentaux là. C'est votre langage. Mais nous leur disons, si vos élites n'ont pas appris l'histoire, nous avons appris l'histoire. Et nous connaissons l'histoire des empires. Comment elle se termine. Vous êtes dans la phase décadente. Byzance, plus de 4 siècles de domination de l'Europe et même du pourtour de la Méditerranée jusqu'aux confins du Moyen-Orient. Elle est devenue quoi aujourd'hui? C'est la petite Turquie que vous voyez là. Si vos élites n'anticipent pas, la chute sera brutale comme une chute qui parle du haut d'une falaise. Elle sera d'une brutalité hors norme. Nous vous le tenons pour dit. À vous de voir. Et à vous de voir et à vous d'entendre et de comprendre. Merci à vous, Pasha Bafénom, d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous dis merci. Je continue d'apporter tout mon soutien au peuple de Mali, tout mon soutien au peuple du Burkina Faso, au jeune capitaine Ibrahim Traoré, tout mon soutien au colonel Mamadou Doumbouya, tout mon soutien aux dirigeants du Soudan. Je crois que c'est parce que vous êtes dans la bonne voie que toutes les hyènes qui rôdent autour de nos continents ont décidé de faire de vous leur nouvelle proie. Mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que nos ancêtres et nous-mêmes, nous sommes vent debout pour protéger la reconquête de votre souveraineté. L'homme qui considère sa vie comme dénuée de sens n'est pas tout simplement malheureux, il n'est pas tout bonnement fait pour la vie. Sur ce, mesdames, messieurs, je vous souhaite de passer une agréable journée et au plaisir de vous retrouver très bientôt.